Il y a des gens que je vois peut-être une fois par an. Ah, mais t'as encore changé, mais j'ai du mal à suivre, tu bouges tout le temps. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup ce genre de réflexion. T'es pas reconnu là, faut que t'ailles voir ailleurs pour progresser. C'est ce que j'ai fait finalement. En fait, je pense qu'au fond de moi, mais c'était très, très, très enfoui. Je me suis dit, un jour, je le ferai, mais un jour. Ouais. Je sais pas quand. Mais bon, après, il y a le temps qui passe et tu te dis toujours un jour, un jour, un jour. Mais bon, 10 ans plus tard, tu te dis toujours un jour, je le ferai. Mais je me suis dit, j'oserais jamais, en fait. Je parle de ça à tout le monde, donc tout le monde sait que j'adore ça. Et donc, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas ça? Et je lui ai dit, mais non, je peux pas, je suis pas capable, non, je suis pas prête. Et pourquoi? Et pourquoi tu serais pas prête? Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, réfléchis, tu postules à des annonces. Déjà, tu as du mal à en choisir 3 ou 4 pour postuler, et puis tu postules sans grande conviction, donc il y a peut-être des questions à se poser. Ouais. Et là, je me suis posé les questions. Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle très belle personne dans le format en chemin. Nous nous sommes rencontrés avec Émilie dans notre vie d'avant. En lançant le podcast, je lui ai envoyé un email et elle m'a annoncé qu'elle aussi était en plein changement de vie. Depuis enfant, Émilie rêve d'être architecte. N'étant pas assez confiante dans son projet, elle décide de suivre un parcours plus classique, une prépa HEC, puis une école de commerce. Après un stage, Émilie est convaincue par le fait de vouloir faire du marketing. Mais trouver un emploi dans ce secteur n'est pas toujours chose facile. Elle prend donc un job de commercial et une fois que vous rentrez dans le courant, sortir de sa case devient un vrai parcours du combattant. Émilie finit par trouver une entreprise qui accepte qu'elle fasse du marketing en plus du commercial. Mais là, c'est son corps qui va lui parler pour lui permettre de s'aligner avec elle-même. Ce premier rendez-vous a été enregistré en mai 2020. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Émilie Martinet. Bonjour Émilie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Alors oui, l'objet que j'ai choisi, c'est un cahier rouge, un grand cahier, donc un cahier d'école avec une couverture rouge. Alors celui que j'ai choisi, c'est pas forcément l'original parce qu'il est chez mes parents, il doit être quelque part dans un coin du grenier, mais c'est à peu près le même. Et c'est un cahier que j'avais quand j'étais petite, qui restait des fournitures scolaires pas utilisées que j'avais réquisitionné pour, c'était un peu mon cahier secret, dans lequel je dessinais déjà depuis petite. Je sais pas quel âge j'avais, peut-être 8-10 ans, je sais plus. Je dessinais des plans de maison. Ouais. Donc des maisons vues de dessus. Contrairement aux enfants qui dessinent un carré avec un triangle au-dessus et la cheminée qui fume et le soleil et les fleurs dans le jardin, moi alors je le faisais aussi, mais dans ce cahier-là, il y avait des vues de dessus. Et alors je maîtrisais pas encore trop les surfaces, les mètres carrés, etc. à cet âge-là, mais je considérais que un carreau de ce cahier était 1 mètre carré en fait, donc j'étais pas complètement à côté de la plaque. Et je dessinais comme ça des plans de maison avec de répartition des pièces. Donc je m'occupais pas des extérieurs, c'était vraiment faire des formes de maison et à l'intérieur dessiner des pièces. Voilà, chaque page représentait une nouvelle maison. Génial. Et dans ton entourage, il y a des personnes qui sont dans l'univers de l'architecture, de la décoration ? Pas du tout. Donc je pense que c'est pour ça que je pense que je le montrais pas forcément. J'ai jamais montré à personne ce cahier. Ouais. C'était mon cahier secret à moi et je pense que c'est parce que j'avais pas forcément quelqu'un à qui le montrer spécialement, ou je sais pas, ou peut-être que je le trouvais pas. Peut-être que j'avais un peu peur de le montrer, que j'avais peur qu'on me dise que c'était pourquoi tu fais ça. C'est pas, les enfants ils dessinent pas les maisons comme ça, voilà.
Du coup, pour revenir à là où tu es né, où est-ce que tu as grandi, t'es né où et tu as grandi dans quel environnement? Alors, je suis du nord de la France, donc une petite ville à côté de Dunkerque. Voilà, donc j'ai grandi au bord de la mer du Nord. Voilà, dans une maison avec un jardin. J'étais tout près de la plage. Bon, le Nord, ça fait pas rêver tout le monde, mais c'est quand même bien sympa d'avoir la mer à côté, et d'en profiter le plus possible dès qu'il fait beau. Et t'étais quel type de petite fille? J'étais une petite fille plutôt curieuse et donc j'aimais bien regarder ce que faisaient ce que faisaient mes parents. Alors c'est eux ils m'ont donné le goût de faire des choses un peu par moi-même si je les avais pas aussi ma mère fait encore beaucoup fait de la couture, donc elle est très douée, donc je la voyais parfois faire des rideaux à la maison, refaire une robe qui était plus à son goût. Elle me fabriquait des petits trousses pour mes poussettes de poupées, des porte-bébés, des vêtements pour mes poupées. Et mon papa est très 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 bricoleur, donc je surnommais MacGyver quand j'étais petite parce qu'il savait tout réparer. Donc quand je cassais un jouet, il me le réparait toujours. Il savait tout faire et j'ai beaucoup traîné dans ses pattes en fait quand il bricolait à la maison, quand il faisait des travaux, des choses comme ça. Donc je pense qu'il m'a aussi donné beaucoup le goût du bricolage et des travaux et d'apprendre à faire les choses bien aussi, ce qui est très minutieux. Donc du coup j'ai toujours été très minutieuse, très appliquée, très patiente pour faire des choses, des travaux de précision, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pour le côté créatif, on va dire. Et à côté de ça, ça te plaisait du coup de faire tout ça aussi? Tu faisais avec eux aussi? Oui, ça me plaisait. Ouais. Après, moi, c'est vrai que je récupérais des boîtes, des choses. Je fabriquais des trucs pour mes poupées, pour mes Barbies quand j'étais petite. Ça ressemblait peut-être pas à grand-chose vu de l'extérieur, mais bon, moi, je l'avais fait moi-même avec une boîte en plastique ou une boîte en carton avec un peu de tissu. J'étais fière de moi. Et je jouais avec comme si c'était le vrai truc de Barbie, alors que c'était complètement bricolé. Mais je trouvais ça génial. Ouais, mais on est souvent plus fiers quand on l'a fait nous-mêmes qu'un truc acheté dans le commerce. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, à l'école, c'était quoi tes matières préférées? J'avais pas mal de matières qui me plaisaient. C'était surtout tout ce qui était français. J'aimais bien la géométrie aussi. Plus tard les langues après les arts plastiques aussi j'aimais bien. J'ai fait des arts plastiques et du dessin aussi quand j'étais petite, mais j'étais vraiment très jeune. Mais voilà. Et à cette époque-là, tu te disais quand je serai grande, quel métier je ferais? Alors, quand j'étais petite, je me disais à moi-même, parce que je l'exprimais pas forcément, je voulais être architecte. Alors, c'était pas architecte d'intérieur ou décoratrice, c'était architecte. Je voulais concevoir des maisons. Ouais. Donc, c'était dans mon esprit, de mon fameux cahier rouge. Mais je le disais pas trop. Jusqu'au collège, je voulais faire ça. Et puis, j'ai jamais imposé ce choix en disant oui, c'est vraiment ça que je veux faire. C'était assez abstrait pour moi parce que je connaissais vraiment personne dans mon entourage qui était de près ou de loin dans ce milieu-là. Donc, et tu savais déjà la différence? Tu savais déjà la différence parce que mon papa est architecte d'intérieur et décorateur, donc je connais bien le sujet. Et en effet, on a tendance à croire qu'un architecte qui construit les maisons, c'est aussi la même personne, c'est les mêmes compétences nécessaires pour aménager l'intérieur d'une maison, et en fait, pas du tout. Du coup, déjà, tu avais compris la différence entre architecte d'intérieur et architecte tout court? Un peu, mais c'était quand même un peu fouillis dans ma tête, quoi. J'étais quand même très jeune, donc j'avais du mal à faire la séparation entre les différents métiers, en fait. Parce que et puis il n'y avait pas Internet à l'époque. Non. Et pourquoi, du coup, tu penses que à l'époque, tu t'assumais pas, en effet, d'accomplir ton rêve?
Dans mes traits de caractère, c'est toujours ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je suis quelqu'un je le suis toujours. Hein. J'ai toujours été hyper anxieuse et je manque toujours d'ailleurs énormément de confiance en moi. Du coup, tant que j'avais pas les arguments et la certitude de pouvoir imposer mon choix et de dire pourquoi, je préférais pas en parler en fait. Donc et comme j'étais pas sûre de moi et que c'était tellement quelque chose d'inconnu pour moi, j'ai pas osé en fait. Ouais. Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Alors mes parents, ils sont à la retraite aujourd'hui, mais donc mon papa, il travaillait dans l'industrie, dans la sidérurgie. Hein, il y a une grosse entreprise sidérurgique à Dunkerque, donc il travaillait sur des projets dans l'industrie sidérurgique. Et ma maman, elle était à l'administration dans mon collège, enfin dans un collège qui a été aussi mon collège. Voilà. Pas trop dur comptabilité, gestion, voilà. C'est pas trop dur d'avoir sa maman dans le même collège? Parfois un peu. Alors bon, c'est vrai que c'est un côté pratique, mais parfois c'était un peu dérangeant parce que forcément les profs étaient très parfois amis avec ma mère. Ouais. Et donc, alors il y en a qui arrivaient très bien à faire comme si de rien n'était, et il y en a qui le montraient plus, qu'on se connaissait peut-être en dehors. Ouais. Où il y en a un, j'étais vraiment la chouchou de la classe, donc je le vivais très très mal en fait, parce que je voulais surtout pas qu'on fasse de différence parce que maman elle travaillait là, quoi. Ouais. Et donc arrive le fait de choisir ce que tu vas faire comme études. Comment ça se passe? Ça se passe que je pense comme beaucoup de jeunes, comme beaucoup d'ados, on n'a pas trop la tête à choisir ce qu'on va faire plus tard quand on a 13, 14 ans. Déjà, j'ai choisi. Je t'ai dit que les matières que je préférais, c'était plutôt les matières littéraires. Et finalement, parce que ça ouvrait plus de portes, parce que je restais indécise, j'ai fait scientifique. D'accord. Donc, j'ai fait un bac scientifique. En étant plus littéraire, parce que ça me permettait de. C'est très français en fait. C'est un vrai. On en parlait avec Thomas Samut, et c'est vrai que c'est très français de dire c'est vrai, scientifique, c'est la voie royale, et voilà. Et j'avais les capacités, donc on m'a dit t'es capable de le faire, donc vas-y quoi. Donc moi j'ai suivi. J'ai suivi ce qu'on m'a dit. Mais ça ouvre toutes les portes, donc faut faire ça quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et pour continuer dans toutes les portes qui s'ouvrent et dans la voie royale, et je suis allée jusqu'au bout à fond dans cette voie-là, hein, puisque après j'ai fait une prépa HEC et une école de commerce. Donc on est bien dans le cliché de je m'ouvre un maximum de portes et je suis capable de le faire, donc j'y vais et puis on verra après. Ouais. Ça fait quoi cette école de commerce? J'étais à Dijon. D'accord. Très belle ville. Oui, c'est sympa. Et à ce moment-là, donc tu dis je fais ça parce que parce qu'en fait c'est le cheminement entre guillemets de la voie que tu avais prise. Est-ce qu'il y a un métier, tu te dis à ce moment-là, tiens, j'aimerais faire ça, ce type de métier-là? Non, c'était assez flou encore, toujours, tout le long. J'avais du mal. Et puis c'est vrai qu'on a un peu de stage à faire, mais j'avais choisi une voie où il n'y avait pas tant de stages que ça, donc c'était pas évident de trouver des stages parce que, pareil, il n'y avait pas encore, les réseaux sociaux, tout ça n'existait pas. Donc trouver des stages, c'est plus un peu dans l'entourage familial ou voilà. Donc sachant que, vu les métiers de mes parents, c'était assez limité. Donc mes premiers stages, c'était pour dire de cocher la case sur le papier. Et c'est surtout mon dernier stage en fait en dernière année que j'ai trouvé par moi-même en fait, par des connaissances que j'ai faites dans les stages précédents, donc d'autres élèves, d'autres étudiants. Et j'ai fait un stage en marketing communication au siège d'Auchan. Okay. Donc pour développer du packaging de marques de distributeurs. Et là, j'ai commencé à avoir une révélation. Parce que c'était un métier créatif, je travaillais avec des agences de créa, je faisais des briefs, etc. Donc là, j'étais vraiment dans mon élément. Donc là, j'ai commencé à me dire, oui, ça me plaît bien, je bosserais bien là-dedans.
Et en fait, ça s'est pas forcément fait comme ça parce que la vie a fait que il n'y avait pas de poste quand j'ai quitté mon stage. Ils m'ont prolongé parce que j'ai voulu rester le plus possible, donc j'ai pu être prolongée 9 mois au lieu de 6. Mais après, il n'y a pas de poste. Et puis ensuite, j'ai suivi mon conjoint qui a une opportunité de boulot dans le sud-ouest, donc je l'ai suivi parce il a fait des études plus longues que moi, donc on est sortis à peu près en même temps au final. Et puis là-bas, dans le sud-ouest, je trouvais pas de boulot, donc au bout de 6 mois, 1 an, je suis partie en disant il faut que je trouve du boulot, il faut que je commence à travailler. Donc j'ai trouvé un job à Paris en tant que chef de pub. Ouais. Donc ça a resté, il y a le mot pub, mais en fait c'est commercial. Hein, ouais. Donc il faut bien démarrer. Et je me dis que ça peut être bien aussi je me dis au départ que ça peut être bien d'avoir une expérience commerciale sur le terrain, d'être en contact avec les gens pour me faire pour démarrer. Et en fait, après, tu es prise dans un engrenage et tu te rends compte qu'une fois que tu as commencé commercial, c'est difficile de faire autre chose, quoi. Donc, je suis restée 1 an là, puis 2 ans à faire le même job dans une autre boîte, puis 3 ans et demi dans encore une autre boîte. Donc, finalement, j'ai fait 7 ans dans la presse à vendre des espaces. Ouais. Donc, j'étais directrice de clientèle, mais finalement, j'étais toujours commerciale. Donc du coup, Du coup, t'as quitté ton copain. T'as quitté géographiquement ton copain. Ouais, mais c'était provisoire parce qu'il m'a rejoint à Paris. C'est le père c'est ton mari aujourd'hui. C'est mon mari, oui, c'est mon mari aujourd'hui. Ouais. On s'est rencontrés à la fin de nos études et oui, c'est mon mari aujourd'hui. D'accord. Et du coup, oui, tu t'es dit je deviens commercial parce que c'était entre guillemets un job facile à trouver parce on cherche toujours des commerciaux. Oui, en fait, au bout d'un moment, tu te mets la pression. Quand c'est plusieurs mois que tu as ton diplôme et que tu es dans une région où ça recrute pas du tout, au bout d'un moment, tu te dis... je passais des entretiens dans toute la France. Hein. Je suis allée, en étant à côté de Bordeaux, j'ai passé des entretiens à Nancy. Je suis allée vraiment partout. Au départ, je cherchais vraiment que communication, marketing. Et il y avait tellement peu d'offres que j'avais un entretien à tous les je sais pas combien. Et c'était à l'autre bout de la France. Mais bon, on était prêts à le faire. Et finalement, on s'est dit Paris, au moins il y aura plus d'opportunités pour démarrer pour tous les deux. Donc voilà, on y est toujours. Hein, mais Et là, on parle de ton premier job, c'était en 2004. Fin 2003, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça date un petit peu. Ouais. Et donc du coup, t'as fait la presse. Après, t'as fait un court passage chez les Petits Chaperons Rouges. C'est des crèches, je crois. Ouais. Alors en fait, quand j'ai quitté mon dernier job dans la presse, en fait, j'étais en congé mat. D'accord. Donc j'allais avoir mon premier enfant, donc c'était un licenciement économique, mais de toute façon, puis il y a le fait aussi ça fait ça à plein de femmes, je pense, quasiment à toutes les femmes, c'est que quand tu as un enfant, tu as envie de changer de vie, tu as envie de faire autre chose, t'as le temps de te poser des questions, d'être seule chez toi, et du coup, je me suis dit, je ferais bien quelque chose autour des enfants, parce que j'étais en train de commencer le parcours du combattant pour trouver une place en crèche ou une assistante maternelle, et c'était vraiment une galère. Donc je me suis dit, mais il y a des choses à faire dans ce secteur-là, et j'ai commencé à regarder un petit peu les boîtes qui faisaient ça, et donc je me suis rendu compte, je me suis dit, mais bon voilà, j'ai vu qu'il y avait des boîtes qui existaient qui faisaient ça. Des crèches privées, et là je tombe sur une annonce, un poste de chef de projet chez le numéro 2 du marché. Donc plutôt marketing du coup comme profil. Alors, non, ça restait commercial. Ça restait quand même commercial, mais il y avait quand même une dimension projet, parce que c'était vraiment un job en mode projet où tu travaillais avec différentes entités de la boîte, avec un responsable immobilier, parce que tu pouvais potentiellement remplir des crèches où il y avait des places, mais aussi en créer une de toutes pièces. Donc, aller trouver les locaux, trouver les porteurs de projets, donc les entreprises grands comptes qui allaient pouvoir dire, oui, moi je signe avant que ça se lance, je prendrai 10 places, moi j'en prendrai 15, et ça te permet de savoir que tu vas la remplir à minima à plus de la moitié pour pouvoir lancer le projet, quoi. Okay. Donc j'ai vu cette annonce, j'ai postulé et j'ai été prise.
Donc j'étais super contente. Ah bah ouais, j'étais trop contente parce que j'ai vraiment changé de secteur. Je voulais vraiment sortir de la presse. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit mais quelle est la chance que j'ai ce job, et finalement ça a marché quoi. Donc quoi, faut y croire. et voilà. Et après ça n'a pas duré très longtemps. Parce que c'est un épisode, ils ont une politique RH assez particulière et alors à l'époque les périodes d'essai c'était c'est très bizarre à cette époque-là, ça a beaucoup changé. Les périodes d'essai c'était 4 mois plus 1 je crois. Donc au bout de 3 mois ils te faisaient un point et après tu avais encore 2 mois et ils te refaisaient un point tous les mois. Et donc ils m'ont je suis pas là pour dire du mal d'une entreprise où ils m'ont bien fait bosser pendant les 5 mois et du jour au lendemain ça a été fini quoi. Ouais. Donc ça j'imagine pas simple, surtout que t'es une jeune maman donc. Ouais, parce que j'avais arrêté de bosser pendant 1 an en fait avant ça, parce que j'ai eu un licenciement économique, mais là c'était une bonne opération parce que j'allais avoir mon premier enfant et en plus j'ai touché un petit peu d'argent, donc c'était une bonne opération et comme j'avais un licenciement économique, je pouvais me permettre de pas retravailler tout de suite. Et comme j'avais pas de mode de garde, j'en ai profité pour passer 1 an avec mon fils. Donc ça c'était cool, mais au bout d'1 an, t'as pas trop de sujets de conversation avec un bébé, t'as plus trop de vie sociale, donc t'as envie de rebosser. Et donc c'est vrai que j'étais contente de rebosser et ça s'est arrêté super brutalement. Et j'avoue que là, ma confiance en moi, elle a pris un sacré coup parce que j'ai eu le licenciement économique 1 an avant, puis ça a été dur pendant quelques jours. Quelques semaines. Quelques années. Allez. Non. Mais bon, après, voilà, je me suis remise à chercher et puis finalement, j'ai rebondi. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'ai pas envie de repartir? Enfin, tu savais que tu voulais rester commercial ou est-ce que tu as essayé de retenter, de trouver des postes en marketing? J'ai toujours cherché en parallèle les deux parce que j'avais quand même ma valeur sûre parce que je commençais à avoir 7-8 ans d'expérience dans le commercial, donc ça je me suis dit c'est une valeur sûre, si je dois trouver un job je trouverai forcément dans ce secteur-là. Et en parallèle je continuais quand même à chercher toujours comme au market, mais la mentalité française fait qu'on met les gens dans des cases et que c'est difficile d'en sortir et on demande tellement, on cherche tellement de commerciaux que finalement les commerciaux, limite, ils doivent rester à leur place et ils peuvent pas faire autre chose, quoi. Donc, il y a un sujet aussi, c'est que les commerciaux, quand tu es commercial, tu gagnes plus qu'au niveau quand tu es un poste de marketeur. Ça, c'était pas un truc qui te faisait peur, du coup, de perdre en salaire? Un petit peu aussi. Alors, tant que j'étais pas commercial grand compte, avec des gros portefeuilles, etc., je pouvais toujours me permettre de dire je perdrais un petit peu. Et puis, si c'est pour être plus épanouie, pourquoi pas. Mais de toute façon, j'avais 0 retour, quoi. C'était vraiment une catastrophe. Donc, au bout d'un moment, et puis le fait d'avoir eu deux départs qui n'étaient pas volontaires à la suite. Je me suis dit j'ai besoin de retrouver quelque chose. Enfin, j'avais besoin de me rassurer. Et puis il y avait après l'été qui allait arriver assez vite et c'est une période où c'est pas évident de trouver. Donc je voulais pas non plus perdre des mois encore à ne pas travailler. Donc j'ai presque pris ce que j'ai pu, quoi. Et finalement j'ai trouvé un CDD d'1 an et demi dans les salons. Où j'étais toujours responsable commercial. Donc salon professionnel et pas salon immobilier. Non, salon professionnel, donc bien dans l'industrie, donc bien B2B. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Mais alors je me suis rendu compte que au bout du CDD d'1 an et demi, j'avais pas forcément envie de rester là-dedans parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était
c'était d'implanter les stands sur AutoCAD. Donc on retrouve mon fil rouge du côté archi d'intérieur, parce que c'est un logiciel qui est utilisé par les architectes et les architectes d'intérieur pour faire les plans. Donc je me rendais compte que c'était ça qui me plaisait le plus. Donc je me suis dit bah non, les salons, j'avais pas forcément envie qu'on me propose un CDI derrière. Donc bon là j'en ai profité pour faire mon deuxième enfant. Et quand j'ai quitté mon CDD, je partais en congé mat en fait. Donc après je suis pas revenue. Ouais, voilà. Ouais. Exactement. Mais après ton deuxième congé mat, t'es quand même resté côté. T'as retrouvé un job encore de commercial. En fait, alors déjà j'ai voulu chercher très vite parce que j'ai pas voulu rester 1 an à la maison avec le deuxième. Alors le pauvre, il a eu moins de temps avec sa maman, mais la séparation avec le premier, au bout d'un an, c'était très dur. Il m'en a beaucoup voulu. Il m'a fait la tête pendant 2 mois alors qu'il avait qu'1 an. donc c'était dur à Tandis que si tu le laisses à 3 ou 4 mois, ils font pas la gueule. Ouais, voilà. Donc ils se rendent pas compte. Donc c'est ça. Donc j'ai dû prendre sur moi parce que on m'a dit c'est plus dur pour moi que pour lui parce que lui il se rend pas compte qu'il a 4 mois et qu'il va partir chez la nounou. Et en fait, j'ai cherché du boulot, même quand j'étais à la fin de mon congé mat, j'ai cherché du boulot parce que je voulais reprendre tout de suite. Et alors, j'ai trouvé un job de commercial, grand compte, mais dans le marketing digital. Donc là, je me suis dit c'est pas mal parce que je suis dans un domaine, je vais vendre des services qui vont qui sont dans l'univers qui me plaît. Et puis le digital, ça commençait vraiment à décoller. Donc là, on était début 2013. Donc je me suis dit c'est un bon compromis pour voir si. Et puis c'était une boîte qui grossissait pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer commercial grand compte et puis pourquoi pas après, comme c'est une boîte qui fait du marketing digital, qui se développe énormément, qui lance des nouveaux produits, pourquoi pas évoluer en interne par la suite. Et c'est ce qui s'est passé ou pas ? Alors c'est ce qui aurait pu se passer. Je suis restée 5 ans et demi. Ouais. Donc j'étais vraiment dans cette boîte-là, je suis restée le plus. Parce que j'ai eu pas mal la bougeotte finalement dans ma carrière. Je suis restée 5 ans et demi avec sur les trois dernières années où j'exprimais vraiment ma volonté de faire du marketing à mes fameux entretiens annuels. Et donc on me disait oui que j'étais tout à fait légitime pour le faire, qu'il fallait être patiente parce que voilà, il faut qu'il y ait un poste, etc. Il faut qu'on trouve un projet sur lequel bosser, mais que il sentait bien que j'avais cette fibre-là et que c'était tout à fait logique, que ça correspondait bien à ma façon d'être, à mon caractère. Donc, au bout d'un moment, cool. Je trouvais, donc j'étais contente, mais je voyais pas trop les choses arriver. Donc, je trouvais que c'était un peu long. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à insister un peu plus. Donc, j'ai commencé à travailler sur des projets marketing. J'ai demandé à ce qu'on me fasse travailler en parallèle sur j'ai bossé gratuitement en fait avec le directeur marketing sur ces projets, mais en plus de mon job de commercial grand compte, pour pouvoir faire mes preuves en fait. Je me dis teste-moi. Donc fais-moi faire des choses. Donc j'ai commencé par écrire quelques articles sur le blog. J'ai commencé à animer des webinars. Alors je te dis pas dans quelle panique j'étais de devoir faire des webinars. Faire des conférences, alors j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait 2-3 prises de parole en public devant 80 ou 100 personnes. Bon, j'étais en panique totale, mais finalement à chaque fois ça se passe bien, mais il faut que je me fasse confiance. C'est la leçon que j'en tire, mais j'arrive pas à prendre sur moi et à me dire je vais y arriver. À chaque fois, j'ai cette anxiété qui reprend le dessus et j'ai la boule au ventre à chaque fois avant d'y aller, mais je me suis quand même surpassée et je l'ai fait. Donc ça se passait plutôt bien. Donc au bout d'un moment, j'ai dit au bout de quelques mois, j'ai dit super, voilà. maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et on me demandait toujours de patienter.
Donc, je commençais vraiment à trouver le temps long. Et en fait, ce que je savais pas au départ et ce qui s'est passé après, c'est qu'on se faisait racheter par un gros groupe. Ouais. Et du coup, les évolutions internes, tout ça, c'était gelé, donc c'était compliqué. Et en fait, je suis arrivée à un moment où je me dis, bon, est-ce que j'attends encore 6 mois, 1 an, sachant que moi, j'aimais bien le côté, on était une structure de 150 à 200 personnes, être dans un groupe de 3000, bon, est-ce que ça me Pas pareil. correspondait? Ouais. Voilà, je me suis posé pas mal de questions en me disant, est-ce que je suis patiente là, sachant que la boîte va vraiment changer beaucoup? Ou est-ce que en fait ça va durer encore 2, 3, 4 ans comme ça et puis il se passera rien. Donc j'ai commencé à chercher du boulot à côté donc j'ai pris mon temps. J'ai pris plusieurs mois. J'ai ma décision de chercher du boulot ailleurs et en me disant que si vraiment j'avais un job, qu'on me proposait un job à côté et que j'allais quitter, j'ai vraiment eu du mal à la prendre parce que je me sentais bien dans cette boîte. Ouais. Mais bon, voilà. Tu sentais que c'était ce qu'il fallait que tu fasses. Ouais, voilà. Et au final, j'ai fini par trouver un poste de responsable développement à la fois donc mixte entre le commercial et le marketing dans une toute petite structure où il y avait tout à faire. Où on partait de rien, donc c'était une petite structure d'une petite dizaine de personnes. Donc, et donc là, le patron m'a fait confiance en me disant, effectivement, je viens du marketing digital, ils avaient besoin de se digitaliser, à la fois le profil commercial, double casquette commercial marketing, ça lui plaisait bien. Donc, du coup, il m'a fait confiance, il m'a proposé un job et donc, je suis partie de cette boîte qui était vraiment un truc solide pour partir sur une structure qui était en devenir, qui était beaucoup plus c'était un pari sur pour ses toi. débuts. Ouais, c'était un gros pari pour moi. Et là, à ce moment-là, du coup, tu changes de job et comme tu disais, tu as eu la bougeotte, mais en fait, ça me fait penser à un moment, comme toi, j'ai eu la bougeotte. Et à chaque fois, je voyais des copains, bon, alors, tu as encore changé de boulot. Ouais, c'est ça. Là, je vivais hyper mal, en fait. Et maintenant, avec du recul, je me dis, quand quelqu'un a la bougeotte, c'est qu'il est pas bien, en fait. Donc, c'est de se dire, ouais, mais si je bouge, c'est que je suis pas bien. Moi, j'adorais pouvoir rester dans une boîte pendant hyper longtemps et être bien. Donc, au lieu de entre guillemets, de me critiquer ou de me juger, essayer de comprendre pourquoi je bouge pas et aidez-moi à essayer de comprendre moi-même pourquoi je suis pas bien, quoi. Et c'est vrai que cette réflexion-là, je l'ai eu pas mal. Il y a des gens que je vois peut-être une fois par an, ou pas souvent. Et puis mais t'as encore changé, mais j'ai du mal à suivre. Tu bouges tout le temps. J'ai eu beaucoup ce genre de réflexion. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, soit j'estimais que j'étais pas reconnue pour ce que je faisais parce que je me donnais vraiment à fond pour faire mes objectifs du mieux possible, les dépasser, ou quand ils étaient vraiment très hauts, m'en rapprocher le plus possible. Enfin, j'ai toujours donné vraiment le meilleur de moi-même et quand j'atteignais mes objectifs et quand j'essayais d'avoir autre chose derrière, on me le donnait pas forcément. Donc, au bout d'un moment, faut se dire, si tu t'es pas reconnu là, faut que tu ailles voir ailleurs pour progresser. C'est ce que j'ai fait finalement. Donc, chez Companeo, là où je suis restée 5 ans et demi, finalement, j'ai progressé pendant les 5 ans et demi. Donc, j'ai eu cette reconnaissance pendant les premières années et jusqu'à la fin où on m'a confié des missions market. Mais au bout d'un moment, moi, je voulais plus attendre. Je voulais évoluer, je voulais changer je me rendais compte que ça allait encore être trop long. Donc, Et quand tu as annoncé du coup que tu partais, comment ils ont accueilli la chose? Je l'ai annoncé à mon PDG en premier, il s'y attendait pas du tout, parce que c'est vrai que c'est avec lui aussi que je discutais de l'évolution en interne, et donc il a compris pourquoi, parce que il savait, j'étais totalement transparente avec lui, et moi je disais que moi j'avais besoin de faire autre chose, j'avais besoin de changer, donc il savait et je le relançais, donc il a compris, mais
il a essayé de voir si dans le groupe il n'y avait pas un job pour moi, en me disant bon ben voilà, faut que tu restes dans le groupe, t'as plein de casquettes qui correspondent au groupe, c'est dommage, mais voilà, moi à partir du moment où j'ai pris une décision, je reviens pas dessus, donc bon bah c'était comme ça. Après je suis restée en très bon terme avec tout le monde, ça s'est très très bien passé. C'était bon pour l'ego de savoir qu'il voulait te garder, j'imagine. Ouais, ça m'a touchée, ouais, ça m'a fait plaisir, mais c'est vrai que bah du coup ouais, à partir du moment où je m'étais engagée de l'autre côté, où j'avais pris ma décision. En fait, ma décision, j'avais mis tellement de mois à la mûrir, à me dire bon, ça y est, je vais partir. Je pouvais pas revenir dessus. Enfin, c'était un chemin que j'avais fait. Voilà, je voulais pas revenir dessus et me laisser sortir du chemin, de la ligne que je m'étais fixée en fait. Il y a personne dans ton entourage qui t'a dit mais c'est quand même canon, il te propose un job en interne, c'est plus rassurant d'y rester? Alors non, en fait, il m'a pas proposé de job en interne, il m'a proposé de regarder ce qu'il y avait. D'accord. Oui, il est pas venu avec un truc mais concret. il y avait pas de truc concret en fait. Ouais. Moi, j'avais déjà regardé un peu sur le site du groupe. Et je sentais pas forcément et puis voilà, c'était beaucoup plus loin, ça allait me faire des trajets super longs au quotidien, j'avais pas forcément envie d'être dans un gros groupe, donc j'ai pas hésité en fait. J'étais triste de partir. Enfin, j'ai vraiment versé ma petite larme à mon pot de départ. Voilà, j'étais vraiment super émue et je flippais de changer, de changer de job comme ça et de boîte et de style de boîte. Mais voilà, c'était décidé, donc je le faisais quoi. Bah oui, justement, du coup, donc ça y est, t'atteignais enfin le fait de pouvoir avoir un job où tu allais pouvoir faire du marketing. Comment t'as appréhendé la chose? Alors au départ, fidèle à moi-même, toujours est-ce que je vais y arriver, ça y est, là c'est concret, finalement j'ai pas beaucoup d'expérience dans le marketing, on me fait confiance, et puis en plus mon patron, mon nouveau patron, il croyait que j'allais faire des miracles, etc. Mais je me mettais la pression, et en fait, comme j'ai fait mon préavis chez Compagno, je me suis dit, je vais prendre quelques jours par-ci par-là pour me faire avec mon CPF, je vais me faire des petites formations en marketing. Pour avoir un petit peu plus d'assurance. Au départ, c'est plus pour me donner plus confiance en moi, sachant que par le passé, j'avais déjà cherché, mais quand j'ai eu mon premier enfant, s'il n'y avait pas des masters ou des diplômes à passer en cours du soir ou faire un an d'études. Enfin, je me rendais compte qu'il fallait faire un an d'études pour se reformer au marketing. Parce que à chaque fois, quand je recherchais du boulot et que je postulais au market en parallèle, je cherchais aussi s'il n'y avait pas une formation que je pouvais faire assez rapidement pour me mettre à la page, parce que forcément, en école de commerce, c'était le début d'Internet et puis même réseaux sociaux, Internet, le digital, ça évolue tellement vite. Donc moi, ça faisait 10 ans presque que j'étais sortie de l'école. Donc je me suis dit, je suis complètement à la ramasse. Fallait que je fasse une formation. Et à l'époque, il y avait rien. Il y avait pas trop de e-learning, tout ça. Fallait que j'arrête de travailler et que je me paye des études à, je sais pas, 10 000 euros de frais de scolarité en quittant tout sans être indemnisée ni rien. Je me suis dit, financièrement, c'est impossible. Je peux pas me permettre d'arrêter un an de travailler sans avoir de revenus et en plus payer une école. Donc c'était hors de question. Et en fait, là, pendant mon préavis, je me suis dit, je vais faire des petites formations de 2 jours par-ci, 1 jour par-là, pour me mettre à niveau sur le marketing digital, mais côté marketing. Et en contactant des organismes de formation, on m'a expliqué que je pouvais pas forcément faire appel à mon CPF si c'était pas certifiant. D'accord. Et que les formations courtes n'étaient pas certifiantes. Et en fait, en discutant de ma vie, de mon projet, de mon œuvre avec la commerciale de l'organisme, elle me dit, mais en fait, vous avez le droit à faire un bachelor ou un master en marketing digital avec votre CPF, mais par contre, c'est pas du tout la même chose, ça dure 1 an. Et c'est du e-learning.
Je fais ouais, bah c'est ce que j'ai toujours cherché à faire en fait depuis des années, mais que je trouvais pas et ça n'existait pas ou j'ai pas trouvé à l'époque. Et donc là, elle me dit mais en fait, bah, ce que vous avez toujours voulu faire là, c'est accessible quoi. Donc je me suis dit bon, c'est peut-être pas le moment parce que là, je vais commencer un nouveau boulot avec une double casquette, etc. Mais en même temps, ça me rassurait de me former. Donc j'ai réfléchi quelques jours et puis en fait, je me suis lancée. Ouais. Et je me suis lancée donc dans un bachelor. Alors, je me suis dit, je vais pas y aller trop fort non plus. J'ai pris le bachelor parce qu'il y avait quand même entre 100 et 150 heures de moins de formation dans l'année. Donc, je me suis dit, ce serait déjà bien suffisant. Ouais, parce que t'as deux enfants qui sont quand même pas si âgés que ça. Voilà. La prise de poste, c'est costaud, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas. Je pense que c'est un coup de folie. Je me suis dit, c'est une opportunité. De pouvoir faire en parallèle. Et donc, j'avais 1 an à faire de e-learning, à faire, je sais plus, 500 heures de cours à distance, plus des 4 études de cas, plus un mémoire, plus une soutenance, tout ça sur 1 an. Et en fait, je me suis dit, bon, ce serait super parce que tous les modules que j'allais appréhender, en fait, j'allais pouvoir aussi mettre en place des choses concrètes, les utiliser tout de suite dans mon nouveau job. Donc, finalement, je me suis dit, ce serait vraiment pas mal. Mais comme je suis quelqu'un de très transparent et très honnête, j'ai appelé mon futur boss parce que j'avais pas encore intégré la boîte et je lui en ai parlé parce que je me suis dit je veux pas faire ça dans son dos, surtout que j'allais beaucoup passer mes pauses déj à bosser et donc ça allait faire un peu la fille pas sociable qui reste toute seule dans son bureau tous les midis. Donc j'ai voulu vraiment jouer la transparence avec lui et lui parler du projet. Et en lui disant que j'avais pensé faire mon mémoire sur la stratégie digitale de la boîte en fait. Et il m'a dit mais oui c'est super parce que j'ai dit en gros si vous êtes pas si vous le sentez pas je le fais pas quoi parce que la priorité ce sera le boulot et au pire ça je le ferai plus tard ou, voilà. Et il m'a dit mais si c'est super ça pourra nous servir oui non allez-y foncez quoi. Donc j'avais l'aval donc voilà. Après il a fallu aussi que je vende un peu à mon mari parce que il allait falloir qu'il me décharge un peu à la maison parce que j'allais avoir du temps le week-end aussi pour travailler donc il fallait qu'il s'occupe pas mal des enfants quand j'avais besoin d'être au calme etc. Donc que j'allais faire un maximum sur la semaine, le midi ou le soir, un peu avant de rentrer du boulot, mais que j'allais aussi devoir bosser le week-end. Donc à partir du moment où il était OK, que mon patron était OK, voilà, j'ai signé et j'ai fait ça. D'accord. Donc là, tu attaques la formation. Comment tu gères le truc? Parce que clairement, tu t'es pas allégé la tâche. Non. Nouveau métier, formation, changement de job. C'était un peu le stress, mais en fait, comme je faisais mon préavis, donc j'avais quand même moins de charge de travail en quittant ma boîte. Je faisais mes passations de compte, etc. Je faisais mes rendez-vous pour annoncer aux clients petit à petit, mais j'avais pas de boulot en plus qui venait, donc du coup j'avais une moins grosse charge, donc j'ai pris des jours de temps en temps et puis l'organisme m'a proposé de faire déjà 2 modules en présentiel sur 3 jours. Donc en fait sur les 27 modules que je devais passer, j'en ai passé 2 à l'avance et après je m'étais pris 1 semaine de battement entre mes 2 boulots où je suis partie chez mes parents où j'ai laissé les enfants aux parents et en fait je m'enfermais toute la journée dans ma chambre pour faire non-stop des cours. Pour dire que le jour où je commence mon nouveau boulot, j'ai déjà fait presque un quart de mes cours en ligne en fait. D'accord. Et j'ai voulu prendre cette avance-là dès le départ pour pouvoir être plus cool après et mieux gérer mon timing. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et j'ai réussi à gérer. Alors il y avait des semaines qui étaient quand même bien chargées, mais j'ai réussi à m'organiser dans le sens où j'ai pas laissé une semaine sans rien faire, jamais. Et donc le marketing, ça t'a plu? Alors oui, mais j'en ai pas fait beaucoup.
Ouais. Parce que on était une toute petite structure et qu'on avait très peu. Alors au départ, on m'avait dit que j'aurais du budget pour faire des choses et puis finalement le budget, j'en ai pas eu beaucoup. Ouais. Donc ça a été très compliqué parce que finalement on était toujours en train d'éteindre du feu à droite à gauche. Il fallait vraiment gérer les clients en priorité. Le marketing, on a finalement pas fait grand chose, mais en tout cas, le bachelor que j'ai passé, le mémoire que j'ai fait, ça m'a vraiment permis de faire une grosse analyse sur l'entreprise, l'organisation, les projets, et finalement de faire une sorte d'audit interne et de faire une reco sur la stratégie digitale à mener, mais qu'on ne devait pas pouvoir mener tout de suite, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot. Le site était complètement à refaire. Il y avait un travail de fond énorme. Ouais. Mais du coup, il fallait du budget pour ça. Ouais, il fallait du budget, des ressources humaines aussi, surtout au développement informatique. Et après, forcément, c'est des profils qui sont extrêmement recherchés. Et quand on est une toute petite structure qui est pas connue, on n'attire pas forcément facilement les profils. Et donc, c'était pas évident, sachant qu'ils étaient aussi, eux, en refonte, parce que c'était un produit très... c'était 100% digital et donc tout le produit était IT en fait. Donc les équipes, elles étaient mobilisées sur le produit et pas sur les projets marketing. En interne, finalement. Voilà. Donc, en même temps, pour avoir vécu dans cet univers pendant longtemps, moi j'ai jamais voulu avoir. Au début, je me disais tiens, je vais faire appel à l'interne pour gérer mon site et tout. Et après, je fuis. On me disait t'inquiète, l'IT ils vont le faire. Non, je prends un prestat externe, surtout pas, parce que en effet, t'es toujours la dernière roue du carrosse et t'es jamais prioritaire, quoi. Et ce qui est normal, mais ouais. C'est sûr, parce qu'en plus, tout ce qu'on gérait au niveau IT, c'était en lien direct avec le fonctionnement du produit pour le client. Ouais. Donc, les clients passent toujours en priorité, ce qui est normal. Donc, du coup, c'est clair que je voyais des mois qui se passaient à part faire des recos et élaborer une stratégie, etc. On a fait très peu de choses et on y allait vraiment un tout petit pas. Comment tu l'as vécu, du coup, au début, j'étais vraiment pleine d'espoir, donc j'y croyais. Puis j'étais en plus dans ma formation, etc. Et en fait, quand est arrivée la fin de la formation, en fait, tu te retrouves à finir ton mémoire, préparer ta soutenance, tu passes ta soutenance, et puis tu fais le bilan en fait de l'année qui s'est écoulée. Donc ça, c'était vraiment un an. Et en fait, j'ai commencé à me sentir physiquement pas bien en fait. J'étais fatiguée, j'avais plus de force. Alors je pense que j'avais peut-être un peu tiré sur la corde aussi toute l'année, mais je me suis sentie complètement vide. Et puis là, je commençais à me dire, mais en fait, à quoi je sers ici, à quoi je sers et quand je vais pouvoir être utile à faire quelque chose et je commençais à plus me sentir bien et plus du tout à ma place. Et c'était même devenu physique, où j'avais des vertiges. J'étais très très fatiguée voilà. Il y a des jours où je me sentais pas bien du tout et j'avais vraiment un mal-être. Et là, je me suis dit bon, c'est peut-être le moment de partir, quoi. Et là, je commence à me dire bon, je vais regarder les annonces. Et maintenant que j'avais quand même un quart de casquette marketing, je me suis dit bon, allez, je vais tenter de partir plus. Puis j'avais mon bachelor, que j'avais réussi. Ça s'était super bien passé. Du coup, je me suis dit bon, je peux prétendre maintenant à aller faire du marketing ailleurs. Et en fait, déjà, j'étais hyper sélective sur les annonces, donc il n'y a pas grand-chose qui me branchait. Et puis c'était surtout aussi toujours pareil, de dire est-ce que je serais capable de faire ça. Alors je regardais un peu l'émission, est-ce que je serais capable de faire ça. Et en fait, je postulais à des trucs, mais vraiment peu. Et à chaque fois que je postulais, je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment envie? Enfin, je me rendais compte que j'avais finalement pas si envie que ça d'y aller. Ouais. Et en fait, j'ai fait très peu de candidatures. Je crois que j'ai dû faire que 1 ou 2 entretiens. Et
Et j'étais pas convaincue moi-même, quoi, de ce que je racontais, de mon discours. Je sais pas, je me sentais pas. Et en fait, mon entourage, mes collègues proches, anciens ou actuels, savaient que j'avais cette passion-là pour la déco, que je faisais des Ouais, travaux tout le justement, temps. ouais, parce que du coup, c'est quelque chose à cette époque-là que comment tu vivais cette passion en fait entre le moment où tu faisais tes beaux plans sur ton petit cahier rouge et ce moment-là où t'avais quel âge? Donc c'était il y a un an, ça? 40 ans. Ah. J'ai pas forcément pu. Alors, je l'ai exprimé chez moi, hein, forcément, Ouais. parce que on a acheté un premier appartement qui était complètement décoré. Saumon et jaune partout, avec des plantes qui grimpaient partout sur les murs. On voyait rien tellement c'était vieillot. Et puis bon, là, on a tout relooké. Après, on l'a revendu. On en a acheté un autre. Pareil, la déco, c'était une catastrophe. Puis moi, là, je rêvais d'avoir une verrière d'atelier chez moi. Donc, je cherchais un appartement à acheter où je pouvais absolument péter un mur pour faire une verrière et que ce soit cohérent dans l'ensemble, quoi. Donc, on a mis 2 ans à le trouver, cet appart, mais on l'a trouvé. Et en plus, je cherchais dans 10 rues de ma ville. C'était très pointu. Mais donc là aussi, j'ai pu m'exprimer. Après, et puis chez Compagno aussi, on a eu un moment, à un moment donné, on a déménagé parce qu'on avait vraiment des locaux hyper vétustes. Et on a déménagé sur un grand plateau qui était complètement vide et aménagé. Et en fait, au niveau de la direction de la boîte, ils ont organisé un comité de décoration. Ils ont demandé à des salariés volontaires de se mettre dans ce comité pour travailler avec un archi d'intérieur pour pouvoir aménager les 2000 mètres carrés du plateau. Alors là, je leur ai sauté dessus tout de suite, mais ça a pas mis 5 minutes. Ils ont fait l'annonce, il avait à peine fini c'était un genre de séminaire où il y avait un discours et il avait à peine fini son discours que je lui ai sauté dessus en disant moi. Donc j'ai fait ce truc-là et c'était vraiment génial parce que 2000 mètres carrés, c'est sympa, il y a de quoi faire. Claire. Donc là, je me suis vraiment éclatée. Et il y avait toujours ce petit truc là, le AutoCAD dans les salons qui me plaisait bien, ce projet-là. Et puis toujours, après même dans mes boulots, tout ce qui était immobilier aussi, ça m'intéressait parce que voir le potentiel des appartes, etc. Enfin, ça m'est même arrivé d'aider des collègues à visiter des appartes, à choisir leur appart, parce que tout le monde venait me voir en me demandant si c'était un bon investissement, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, est-ce qu'on pouvait casser un mur, etc. Enfin, tout le monde venait me voir pour ça. Et comment, du coup, tu pouvais savoir si on pouvait casser un mur parce qu'au fur et à mesure des apparts que tu avais achetés, tu avais commencé à acquérir de l'expérience? Après, on sent assez vite si c'est porteur ou pas porteur. Donc, on voit le type de cloison, mais c'est aussi surtout de voir les espaces. Après, c'est pas à donner à tout le monde, je pense, mais de se dire quand tu rentres dans un appart et que tu fais le tour, d'arriver à se projeter avec une autre déco et surtout avec des murs à d'autres emplacements. Ou un mur ouvert ou un mur qui est déplacé, etc. Moi, j'arrive à voir ça, mais je sais que, moi, ça me paraît pas compliqué de voir ça, mais il y a plein de gens qui se projettent pas du tout avec un mur en moins ou un mur à un autre endroit ou une autre couleur ou des meubles différents. Et ça, j'y arrive bien. Donc, du coup, il y a pas mal de monde qui me demandait s'il y avait du potentiel ou pas. Ils me montraient des photos. Enfin, ça m'est même arrivé de faire des visites avec des collègues. Trop bien. Entre midi et 2, je partais faire une visite quand c'était pas loin. Donc là, c'était en trame de fond dans ta vie, mais tu te disais pas. Là, tu venais de faire ton bachelor, donc c'était pas. Ouais, non, mais en fait, je pense qu'au fond de moi, mais c'était très, très, très enfoui. Je me suis dit, un jour, je le ferai, mais un jour. Je sais pas quand. Mais bon, après, il y a le temps qui passe et tu te dis toujours un jour. Mais bon, 10 ans plus tard, tu te dis toujours un jour, je le ferai. Mais je me suis dit, j'oserais jamais, en fait. Et finalement,
quand j'ai fait ma lettre de motivation pour mon bachelor, pour postuler pour faire mon bachelor, j'ai quand même écrit à un moment que c'était dans le cadre d'une prise de poste à double casquette, mais que j'excluais pas un jour de lancer ma boîte et que ça me servirait forcément parce que voilà, j'ai une base commerciale et que avoir des bases de marketing digital, forcément aujourd'hui, c'est vraiment essentiel pour se développer. Donc, j'ai quand même mis un clin d'œil dans ma lettre de motivation sur ça. Parce que tu pensais, du coup, quand tu disais monter ta boîte, tu pensais à ça? Ah de toute façon, oui, si je montais une boîte un jour, c'était forcément ça. Dans ma tête, c'était forcément ça. Mais déjà, changer de vie et surtout, moi, monter une boîte, mais je me suis dit, mais jamais de la vie, je ferais ça. Enfin, j'ai trop peur. C'est trop compliqué. Donc, bon, c'est pareil. C'est dans la lettre de motivation, c'était quand même encore un jour. C'était toujours un jour plus tard. Mais bon, au bout d'un moment, je vais être à la retraite et je l'aurais jamais fait, quoi. Donc, et donc là, à la fin de ma dernière expérience, c'est pareil. Tout le monde, de toute façon, je parle de ça à tout le monde, donc tout le monde sait que j'adore ça. Et donc ils m'ont dit mais pourquoi tu ferais pas ça? Et j'ai dit mais non, je peux pas, je suis pas capable, non, je suis pas prête. Et pourquoi? Et pourquoi tu serais pas prête? Mais c'est ton truc. Mais si, tu as des bonnes idées, tu as du goût, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, réfléchis, tu postules à des annonces. Déjà, tu as du mal à en choisir 3 ou 4 pour postuler, et puis tu postules sans grande conviction, donc il y a peut-être des questions à se poser. Ouais. Et là, je me suis posé les questions, quoi. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à en parler à mon mari, quand même. Ouais, accessoirement. Bon, alors, chérie, je t'explique. J'ai fait un bachelor, on en a bien chié, et en fait, c'est pas ça ce que je veux faire. Ouais, en fait, ça s'est passé, c'est que j'ai fini mon bachelor. Donc déjà j'étais lessivée, alors je tenais à peine debout tellement j'étais lessivée et en fait je commençais un peu à être sur Instagram et puis comme je suivais des hashtags de déco, que je suivais des comptes de déco, etc. Forcément ils font du retargeting publicitaire et ils envoient des formations gratuites CPF pour devenir décorateur, architecte, etc., architecte d'intérieur, etc. Et là, je commence à faire un lead en cliquant sur la pub, en laissant mes coordonnées pour être appelée, parce que juste par curiosité, pour voir ce qu'ils proposent comme formation, etc. Et puis là, je parle à mon mari, je dis je ferais bien une formation. Il me fait ah non mais tu vas pas encore faire une formation, tu sais pas ce que tu veux. Comment tu l'as vécu? Je l'ai mal pris au début, mais c'est vrai que en fait, je lui disais, j'étudie, enfin, je regarde ce qui existe, j'étudie la possibilité. Je dis pas que je vais signer comme ça du jour au lendemain sans lui en parler pour faire à nouveau une formation. Et puis, si je le fais, c'est vrai que si je fais une formation là-dedans, il faut que j'en fasse quelque chose derrière, parce que le marketing, déjà, j'ai fait 1 an et derrière, j'ai fait 1 an et demi dans la boîte, mais finalement, j'étais prête à m'arrêter là, donc. Fallait vraiment Sachant que du coup, à cette époque-là, tu étais encore salariée? Ouais, j'étais encore en poste. Ouais. Mais en fait, j'ai passé ma soutenance de bachelor fin septembre. Donc, jusqu'à fin septembre, je me posais pas de questions. Enfin, j'étais dans cet objectif-là. Et donc, jusqu'au mois d'octobre, donc octobre 2019, je me disais pas, je vais sauter le pas, je vais changer de vie. Donc, ça s'est fait, en fait, très, très vite. Ouais. Quelques temps après, ça a dû se faire vers octobre, novembre, peut-être novembre. Je sais plus la date exacte, mais j'ai commencé il me disait, tu vas pas faire la première formation qui se présente. Je dis, non, mais là, j'ai une pub, j'ai répondu. Et je dis, mais j'ai fait un entretien téléphonique et ça m'a pas plu. Le programme m'a pas plu, il y avait pas assez de choses dedans, c'était pas assez dense, donc ça m'intéressait pas. Donc j'ai dit, tu vois. Et là, il me dit, si c'est vraiment ce que tu veux faire, cherche une autre formation qui te plairait. Mais si tu fais cette formation, ne le fais pas pour rien. Il faut que ce soit pour vraiment te lancer. Parce que lui aussi, il sait que je saoule avec ça tout le temps, quoi. Je fais que ça. Donc, il fait quoi, lui, comme métier?
Lui, il a changé de vie il n'y a pas longtemps, mais en interne, donc il a pris moins de risques que moi. Il était dans les achats depuis toujours, et là, il est passé au contrôle de gestion, mais dans la même boîte, en fait, dans D'accord. l'aéronautique. Il est dans l'aéronautique. Donc, il est dans une grosse boîte et il a de la mobilité interne. Donc, en fait, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'il est dans cette boîte, mais il en est à son 3e job dans cette Ok. boîte. Avec de la formation, du coup, au milieu de tout ça? Non, là, alors les 2 premiers jobs, c'était des achats, donc il en avait déjà fait avant dans d'autres boîtes, donc il y avait pas, c'était dans la continuité. Et par contre, là, le contrôle de gestion, c'est tout nouveau pour lui. Il a commencé en septembre Ah ouais. 2019. Mais c'est un changement de vie, mais finalement, il n'y a pas le risque parce qu'il garde son ancienneté, il est toujours dans la même boîte, il bosse encore avec certains de ses anciens collègues. Donc c'est moins radical comme changement, mais il apprend sur le tas en fait. Ouais. Il a fait un peu de vie ma vie avec avant d'y aller avec son futur collègue, un de ses futurs collègues qui lui a permis d'observer son poste pendant plusieurs jours pour qu'il puisse décider d'y aller ou pas. Et il a fait quelques jours de vie ma vie et il a décidé d'y aller. Mais là, c'est vrai que il découvre depuis quelques mois. Là, ça fait quand même plus de 6 mois maintenant, mais il découvre encore plein de choses. Ouais. Ouais, donc là, du coup, tu te dis, bon, je vais faire une formation. Lui, il n'est pas du tout sur. Enfin, c'est une boîte solide, mais bon, il est aussi en train de se former, donc, enfin, d'apprendre son métier, donc c'est chaud. Ouais, non, après, c'est pas chaud à ce niveau-là parce il a quand même une situation stable et Ouais. il a pas. Moi, moi, avant de lui parler de ça, avant de lui dire potentiellement je peux changer de vie, je vais me reformer et je vais faire autre chose, je lui ai quand même demandé s'il avait pas l'intention de lui le faire aussi. Ouais. Et de quitter sa boîte, parce que auquel cas il aurait fallu, en termes de timing, qu'on se mette d'accord pour pas le faire en même temps, tant qu'à faire. C'est clair. Parce qu'on a quand même un peu de responsabilité. Donc, lui, il se voit pas quitter son entreprise, pas tout de suite. Enfin, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. En plus, il vient de bouger en interne, donc voilà, donc ça laisse quelques années. Du coup, voilà, moi, après, ma décision, elle dépendait plus que de moi. À partir du moment où il m'encourageait à le faire, en me disant, si c'est ce que tu veux faire, moi, je suis persuadée que t'es faite pour ça. Ça fait des années que t'en parles, mais moi, je suis sûre que tu vas y arriver. Donc j'avais son feu vert. Cool. Après, c'était important pour moi aussi d'avoir l'avis de mes parents. Donc, j'ai d'abord mûri quand même le sujet. J'ai d'abord cherché une école pour voir si je trouvais une école qui me plaisait, qui me correspondait à ce que je voulais faire, etc. Donc, j'ai trouvé une école qui propose un équivalent bac+2 en 6 mois. Donc, ce qui est quand même assez intense, ouais, c'est top parce que en 6 mois, sachant que c'est une profession qui est pas réglementée, pas comme les architectes justement, la décoration de l'architecture intérieure, c'est pas réglementé, donc potentiellement je peux me lancer demain sans même faire de formation. Ouais. Mais moi, je veux absolument faire une formation parce que déjà. Ça me rassure aussi. Et puis, j'ai aussi envie de proposer un rendu professionnel à mes futurs clients. Donc, j'ai pas envie de bidouiller un truc avec des logiciels que je maîtrise pas, qui ressemblent pas à grand chose et surtout que ça commence à être bien démocratisé, ces métiers-là, parce que c'est très médiatisé aujourd'hui. Il y a on voit beaucoup de choses à la télé, sur les réseaux sociaux, avec des rendus 3D, etc. Et si je suis pas capable de faire un rendu 3D de ce niveau-là, ça va vite se voir. Même pour les gens qui sont novices et qui connaissent rien, ils vont voir que ça n'a pas la même allure que ce qu'ils voient à la télé ou sur les réseaux sociaux. Donc moi, je veux vraiment avoir cette capacité à faire ça. Du coup, l'idée, c'est d'être architecte d'intérieur? Alors, décoratrice, architecte d'intérieur, parce que effectivement, c'est 2 métiers différents. Mais pour l'instant, j'arrive pas à choisir entre les deux. Alors, il y a plein de gens qui font les deux, hein. Mais parce que je conçois pas de dire soit c'est pas moi qui ai déplacé les murs ou qui ai ouvert les cloisons et je dois juste décorer, ou soit je redimensionne les espaces, je redistribue les espaces, mais je vais pas au bout du truc. Ouais. Après ça dépend du client, ce qu'il veut. S'il veut juste la prestation d'archi d'intérieur ou de décorateur, mais dans la mesure où quelqu'un voudrait les deux, je me vois pas ne pas tout faire, parce que j'aurais l'impression de pas finir mon boulot. Et
Parce que tu disais que tu n'as pas besoin d'un diplôme, mais pour moi, enfin, alors je suis pas experte, mais pour moi, il fallait avoir un diplôme pour avoir le droit de casser un mur porteur. Ah oui. Ouais, c'est ça. Oui, ça ça il faut être architecte en fait. Ouais, Par contre, j'aurais pas le droit de le faire moi. d'accord. J'aurais pas le droit. En fait, je pourrais voir qu'on peut le casser. Si on le cassait, voilà ce que ça donnerait. Mais j'aurais obligatoirement besoin de faire appel à un architecte ou un maître d'œuvre. En fait, ça peut être une entreprise du général du bâtiment qui a Ouais, une garantie décennale et qui puisse garantir les travaux du mur porteur, parce qu'il faudra mettre un IPM, il faudra étudier pour voir si voilà s'il n'y a pas de problème de structure, etc. Et ça, j'aurais pas le droit de le faire. ok. Je pourrais dire ce serait bien de faire ça, mais il faut consulter quelqu'un. C'est Un pas moi expert. qui vais dire. Ouais, voilà. Ok, J'aurais juste pas le droit de faire ça. d'accord. Mais ça me laisse quand même pas mal de Oui, champs de un bon possibles. terrain de jeu, ouais, c'est clair. Donc là, du coup, tu trouves une formation qui te plaît, donc t'en parles à tes Oui. parents. Oui, alors là, du coup, oui, j'en parle à mes parents et parce que je me suis dit quand même, ils ont fait des sacrifices pour me payer mes études, etc. Donc, est-ce qu'ils vont pas me dire, bon ben super, elle a fait tout ça pour rien. En fait non, ils m'ont dit, après quand je leur en ai parlé, j'avais quand même des arguments, j'avais quand même préparé mon dossier, on va dire. Donc je leur ai dit que j'avais trouvé une école en 6 mois, et que voilà, en termes de timing, ça pourrait se goupiller comme ça, et que tout ce que j'avais fait avant, ça allait forcément me servir. Et c'est pas un discours commercial, parce que c'est vrai, euh, parce que non, mais c'est vrai, il y a plein de gens qui se lancent dans ces métiers-là, mais qui n'ont pas forcément le parcours que j'ai fait avant. Et il y a plein de gens qui en vivent pas parce que être à son compte, c'est d'abord gérer une entreprise. Donc c'est d'abord aller marketer son offre, aller trouver des clients, se faire connaître, etc. Et de gérer les entrées et les sorties d'argent. Donc ça n'a rien à voir avec la formation de déco finalement. Ouais. Et tout ce que j'ai fait avant, ça va forcément me servir, et ça peut m'aider à avoir plus de confiance en moi pour justement être plus à l'aise sur cette partie-là qui va représenter beaucoup, beaucoup de boulot au quotidien finalement. Ouais. Ah, c'est sûr. Clairement, de toute façon, moi, je suis assez convaincue. Alors, il y a un grand débat sur est-ce que tu changes de vie ou c'est une nouvelle étape de ta vie, enfin, sur le, sur le Ouais. wording. Et moi, je suis assez convaincue qu'en effet, même si on change de métier, d'univers, tout ce qu'on a appris, toute la sensibilité qu'on a acquise pendant les expériences précédentes, c'est des trucs qui servent, en fait. Ça fait partie de nous, en fait. Exactement. Donc, en fait, quand j'en parle autour de moi, donc parce que à partir du moment où j'ai pris ma décision de le faire, j'ai commencé à en parler un petit peu. Alors, il y avait mon mari, mes parents en priorité, et puis des amis proches. Donc donc des amis proches et puis des collègues ou anciens collègues avec qui je suis restée très bon terme et amis. Et tout le monde m'a dit ah mais c'est super. Voilà, tout le monde m'a encouragée dans ma démarche en me disant ben oui, c'était enfin tu te décides. Donc ça m'a vraiment confortée dans mon choix. Néanmoins, j'ai quand même toujours les pétoches de le faire parce que. Mais bon, après là, je suis décidée, je suis sur ma lancée, donc c'est sûr, je vais aller au bout. Et en fait, ce qui m'a aidée à me prendre ma décision et à y aller, c'est en fait j'ai envisagé de me dire et si ça marche pas, comment je vais le vivre? Et à partir du moment où je me suis dit si j'y arrive pas, je serais quand même fière d'avoir pris cette décision et d'avoir été au bout de ce que je voulais faire depuis petite finalement, parce que ça me trottait quand même déjà depuis un petit moment. Et si j'échoue, comment je vais le vivre? Parce que c'est pas forcément facile de se tromper et d'échouer. Et je me suis dit, autant les Français, on aime bien mettre les gens dans des cases et tu peux pas changer de métier, mais autant quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et même si tu te plantes, c'est quand même super bien vu. Et c'est une expérience où tu apprendras forcément quelque chose.
Donc, à partir du moment où j'ai intégré que j'acceptais, alors le but c'est pas de me planter, mais que j'acceptais de me planter et d'avoir la fierté d'avoir osé dire que je le fais, j'avais plus de frein en fait. Donc, je me suis dit, j'y vais. Génial. Et du coup, ça, c'était quand? C'était donc à la fin de l'année dernière? Fin 2019. Ouais, ça devait être. Alors, j'ai pas de date précise, mais ça devait être courant du mois de octobre-novembre, je pense. Et donc, tu as été voir ton employeur en lui disant je veux arrêter? Ouais, j'ai été le voir fin décembre, avant les fêtes de Noël. Et puis, je lui ai expliqué mon projet. Donc, j'ai été transparente. Je lui ai dit pourquoi, que je me posais beaucoup de questions, etc. Et que j'avais décidé de passer cap. Après, c'est un entrepreneur, hein, c'est un entrepreneur, mon patron. Donc, il veut comprendre qu'on a envie de se lancer, etc. Donc, il soutient aussi ce genre de démarche. J'avais besoin d'une rupture conventionnelle quand même. Accessoirement, ouais. Accessoirement. Donc, ma négo, ça a été ça. Parce que j'avais pas beaucoup d'ancienneté. Donc, je cherchais pas à partir avec un pécule ou quoi que ce soit. Je cherchais vraiment juste à toucher le chômage pour pouvoir être indemnisée pendant que je me forme et pendant que je débute mon entreprise, en fait. Hein. Donc, il a super bien pris. Il m'a vraiment encouragée, me disant que c'était très bien d'entreprendre et de faire ce dont on avait envie. Donc, top, quoi. Enfin, ça s'est vraiment super bien passé. Donc, j'ai fait, en rupture conventionnelle, tu restes un mois et demi à peu près avant de partir. Donc, j'ai dû annoncer mi-décembre. Je suis partie fin janvier. Après j'ai fait mes passations classiques jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. J'ai fait des calls clients pour passer. Je laisse toujours les choses très propres derrière moi, donc ça mon départ s'est très très bien passé. Et donc là, tu devais commencer ta formation en avril, si je ne me trompe. Alors ma formation devait démarrer le 20 avril pour 6 mois. Et j'avais donc 2 mois en février-mars pour pouvoir m'inscrire au Pôle emploi et présenter mon projet au Pôle emploi pour qu'ils puissent valider, parce que on peut pas se lancer comme ça sans leur aval. Ouais. Et donc ils ont mis plus d'1 mois à me donner un rendez-vous avec une conseillère. Je les ai harcelés parce que je voyais le timing qui passe, le temps qui passait, et je me suis dit je vais louper la promo. Et finalement, donc, quand j'ai eu enfin un rendez-vous, alors j'avais préparé un business plan, des prévisions de chiffre d'affaires sur 3 ans, une presse pour expliquer tout mon projet, mes compétences transposables, mes valeurs, ce que j'avais déjà, ce qui me manquait, où j'allais le chercher, mon benchmark d'école, pourquoi j'ai choisi cette école. Enfin, tout était hyper détaillé. J'avais fait un book d'écho de tout ce que j'avais pu faire chez moi, puis des planches d'écho que j'avais fait pour des collègues, des amis. Donc sur du avant-après, etc. Donc j'avais un dossier hyper béton. Ça m'a pris des jours et des jours à faire. Et arrivé à mon rendez-vous, on me dit que mes presses c'est bien, mais qu'on ne les regardera pas parce que ça rentre pas dans les cases de leur logiciel. Là, j'ai cru que j'allais pleurer. Et on me dit que le Pôle emploi n'est pas là pour financer limite, c'était un délire que je voulais faire. Sympa. En gros, on l'a pas dit texto comme ça, mais presque. C'était un caprice, quoi. J'étais commerciale grand compte, que j'avais ma voie toute tracée, que j'avais un bon salaire, que j'allais retrouver du boulot super vite là-dedans. J'ai dit, mais si c'est ce que je voulais, je serais pas partie de ma boîte, quoi. Donc, j'ai argumenté pendant 1h30. L'entretien, il a duré, j'ai dépassé, c'était 1 heure, mais j'ai duré 1h45. Et au final, je suis pas du tout tombée. Alors, j'avais dit que je voulais me reconvertir et créer une entreprise. Je suis tombée sur une conseillère lambda qui aide à chercher du boulot, et pas une spécialisée dans la reconversion. Donc, je lui ai demandé au bout d'un moment, mais est-ce que vous êtes spécialisée dans ça? Elle me dit, non, pas du tout. Alors, je dis, mais je suis peut-être pas au bon endroit. Donc, finalement, elle a daigné regarder mes photos avant-après, après 1 heure de négo, et apparemment ça lui a plu.
Elle a dû voir que il y avait quand même du changement, que c'était mieux après. Ouais, puis en plus, accessoirement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui arrive avec un dossier comme tu as pu faire pour Pôle emploi, quoi. Oui, je pense qu'au Pôle emploi, ils ne voient pas beaucoup de dossiers comme ça, effectivement. Donc j'étais dépitée parce qu'elle m'a dit, ouais, moi je veux bien mettre un avis favorable pour pas vous casser complètement votre truc, mais faudra faire des formations Pôle emploi, etc., qui allaient durer 2-3 mois. Donc là, clairement, j'allais louper la rentrée. Donc j'étais vraiment dépitée. Et en fait, en sortant, je me suis dit, je vais m'en parler. J'ai parlé de cette expérience-là à un maximum de monde, plutôt que de me renfermer en disant, c'est foutu, ça va pas le faire. Et je me suis dit, avec un peu de chance, le fait d'en parler à des gens, il y a des gens qui vont avoir des idées et on va brainstormer ou ils vont avoir une anecdote, un truc à me raconter. Et bingo! Le problème, c'est Ouais, donc je disais, j'ai préféré en parler autour de moi en me disant, il y a que comme ça que je pourrais peut-être potentiellement avoir de l'aide et des idées qui viennent de l'extérieur. Et effectivement, bingo, j'ai la maman d'un copain de mon fils qui habite dans ma rue et qui elle aussi a fait un changement de vie. Qui avait pareil, alors c'est pas pour être, elle est nutritionniste, je crois, et elle est devenue nutritionniste. Et en fait, elle avait aussi une formation à faire, pareil, tout pareil, créer sa boîte derrière, etc. Et en étant dans la même rue, on dépendait du même pôle emploi, de la même agence. Et elle me dit, mais moi, j'avais un top conseiller, il m'a vachement aidé, super, etc. Et je lui ai dit, est-ce que je peux avoir son nom? Est-ce que tu m'autorises à le contacter? Elle me dit, oui, pas de problème. Donc, elle m'a donné son mail et j'ai été au culot. En fait, je l'ai contacté directement. Et j'ai quand même doublé d'un courrier recommandé au médiateur régional de Pôle emploi en disant que je voulais changer de conseiller et que je voulais un conseiller spécialisé dans la formation, reconversion et création d'entreprise. Ouais. Et le lendemain de l'accusé de réception, j'ai eu la réponse positive comme quoi j'avais été attribuée à ce conseiller. Cool. Donc super. Ouf. Donc là, il me donne rendez-vous, mon premier rendez-vous avec lui, du coup, il me le donne le 17 mars. Ouais. Jour du confinement. Et là, le 16, il me l'annule. Donc du coup, les boules, parce que j'attendais que ça de le voir. Alors, j'avais rendez-vous avec lui de 11h à midi et le confinement était à midi, donc il a préféré annuler quand même le rendez-vous. Et voilà, donc à quelques heures près, j'ai pas mon rendez-vous Pôle emploi. Donc j'étais dégoûtée et je me suis dit ils communiquent à fond Pôle emploi, comme quoi ils font des visios, des rendez-vous à distance, etc. Et ben en fait ils le font pas. donc j'ai dû attendre. À côté de ça, l'école c'était pareil, ils étaient confinés aussi, ils ont pas pu trop maintenir cette rentrée au 20 avril. Alors ils sont super digitaux quand même dans cette école parce qu'ils font aussi des formations aux réseaux sociaux. Ils font que de la déco, architecture intérieure et puis ils ont une autre entité qui fait tout ce qui est réseaux sociaux. Donc ils sont quand même bien digitaux, donc ce qui est cool parce que la promo d'avant ils l'ont fini en visio à distance. Et la promo du 20 avril, n'ayant pas de visibilité avec le confinement tous les 15 jours là, qui avançait, ils l'ont décalé au 18 mai. D'accord. Et là, je me suis dit, il faut que je vise le 18 mai avec Pôle emploi, mais donc, je les ai harcelés. Je leur ai envoyé. Alors, il a accepté de prendre tous mes documents, toutes mes présentations à distance, mais il m'a dit, je les regarderai, mais j'ai pas le droit de vous répondre parce que je ne peux que traiter le quotidien, les indemnisations, etc. Je peux pas traiter les projets comme ça pendant le confinement. Donc, on verra après. Et donc là, sortie du pont, je les ai relancés. J'ai quand même relancé tous les 15 jours, par principe, parce qu'en me disant, voilà. Et puis tous les 15 jours, j'apportais, j'en suis là, j'ai fait ça, je m'auto-forme, j'ai une classe préparatoire à faire pour l'école, donc ça, je l'ai payé, je suis en train de la faire. Je m'auto-forme sur les réseaux sociaux, donc je commence à regarder comment fonctionne Pinterest. Je suis beaucoup sur Instagram, beaucoup plus qu'au début. Je fais pas mal de choses. Donc je le tenais au courant et puis après le confinement j'ai commencé encore à les relancer
les relancer. Et puis finalement, il était en vacances et puis après, il était en arrêt parce qu'il avait un problème de dos. Donc, il était jamais dispo. Et j'ai finalement une de ses collègues qui a à peu près le même profil que lui, je pense, qui s'est occupée de moi, qui voyait que j'étais quand même super motivée C'est clair. Et que j'envoyais tout le temps des mails de relance, mais pas juste pour relancer, aussi de où j'en étais, ce que j'avais fait depuis les 15 jours. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, bon, je vois que vous êtes super motivés, que vous voulez faire votre truc, donc je vais pas vous en mettre des bâtons dans les roues. Donc, moi, je vous mets un avis favorable. Donc, vous pouvez faire la demande sur Kairos, la fameuse plateforme de formation qui est liée à Pôle emploi. Et allez-y. Par contre, vous n'aurez pas d'aide financière pour payer votre école, mais parce que bon, avec le contexte, ils ont encore plus resserré les budgets, mais en tout cas, on vous donne le feu vert pour vous indemniser pendant la formation et la création d'entreprise. Parce que ça, c'était pas du tout gagné avec la première personne que j'ai vue. Pourquoi ? Parce que normalement, quand tu es parce qu'à partir du moment où tu dis que tu avais le droit au chômage parce que tu étais en rupture conventionnelle. Oui, ah non, mais j'avais totalement le droit. Ouais. Ce que je demandais, j'avais totalement le droit de l'avoir, mais c'est juste cette personne qui m'a dit que je pouvais être radiée parce que je faisais mes caprices, quoi. Enfin, que je faisais un truc qui n'était pas du tout dans mes rails, en fait. Ouais. Je sortais de mes rails et je risquais d'être radiée. Donc, j'étais au bout de ma vie. Hein. Enfin, moi, il m'est pas arrivé la même chose, mais pareil, il y avait un rendez-vous Pôle emploi. Mon premier rendez-vous Pôle emploi, donc, était en novembre dernier. J'en ai pas dormi de la semaine d'avant. J'étais hyper inquiète. En plus, c'était un moment où ça m'a vraiment remis pas bien. Et j'arrive, tu veux, la nana, je lui raconte mon histoire, je me mets à chialer sur son bureau. Mais sauf que là, en l'occurrence, je disais juste que je venais d'avoir une rupture co, que bon, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais que je savais que je voulais pas refaire mon métier d'avant. Et je suis tombée sur une nana, mais d'une gentillesse. Enfin, limite, elle m'a pas fait de câlin, mais en gros, dans ce coup, elle m'a fait un câlin. Elle m'a dit, écoutez, je comprends, vous êtes dans une situation compliquée. Là, pour l'instant, c'est moi qui vous suis, mais je vais essayer de vous trouver quelqu'un de bien qui correspond à votre profil et tout. Donc là, je me suis dit, mais waouh, c'est trop génial. Et 2 mois après, rendez-vous Pôle emploi. Donc là, je me dis, trop cool, je vais retrouver ma petite nana, trop bien. J'avais quand même envoyé un mail, elle n'avait pas répondu. Je me suis dit, bon, ok. Et là, j'arrive, un monsieur, je dis, elle n'est pas là. Ah non, c'est moi maintenant qui m'occupe de vous. Et le mec, en gros, à la fin, m'a expliqué qu'il fallait que je m'inscrive sur la plateforme de Pôle emploi pour dire que je recherchais un job de directrice marketing, que si je ne le faisais pas, je serais radiée. Pareil. Et t'es là, mais et que j'ai fait un burn-out à cause de ce métier, qu'en fait j'étais malade physiquement et mentalement, et tu me demandes de dire ah bah oui mais c'est ce qu'il faut faire. T'es là mais oui. Moi pas comprendre en fait. Ils m'ont fait faire pareil. Je cherchais, je devais mettre que je cherchais un job de commercial grand compte. Et il fallait que je postule à ce qu'ils m'envoyaient, même quitte à louper les entretiens pour pas avoir le job, mais sinon je risquais d'être radiée. Donc je devais postuler à des annonces qui ne m'intéressaient pas, aller louper les entretiens pour ne pas être radiée. Heureusement, j'ai pas eu à le faire parce que je trouvais ça vraiment une perte de temps pour tout le monde et c'était irrespectueux vis-à-vis des employeurs. Mais bon. Enfin, bon, j'ai pas eu à le faire, mais donc voilà. le conseil dans cette situation, c'est pas être fataliste. D'ailleurs, tu vois, je me suis noté que là, je me dis que je vais créer ma boîte à un moment donné. C'est demander quelqu'un qui est spécialisé chez Pôle emploi dans la reconversion et pas reconversion et pas quelqu'un qui traite les affaires courantes, quoi. Ouais, exactement. Ça change tout. Ouais. Donc du coup, la formation, la formation, en fait, elle a démarré le 18 mai, mais ils m'ont répondu OK le 19. Okay. Donc, j'avais déjà fait une croix sur la promo du 18 mai parce qu'en plus, moi, je suis en contact régulier avec l'école parce que j'ai passé des entretiens, tout ça, je les ai vus. J'ai fait les portes ouvertes et compagnie. Ça fait depuis novembre que je suis en contact avec l'école. Donc c'est à peu près, c'est la date à laquelle j'ai pris ma décision à peu près. Et la promo de mai, elle était complète. Donc du coup, la suivante, elle est au 31 août. D'accord.
Donc, j'attends le 31 août, mais là, je suis en train de m'inscrire. Donc, j'ai fait la démarche la semaine dernière pour m'inscrire à cette promo. Donc, il y a de la place. Normalement, je suis dans les temps et normalement, c'est bon. Cool. Mais j'attends toujours le truc officiel, comme quoi, je suis bien inscrite. J'ai fait une demande de dossier, mais j'attends que ce soit traité entre Kéros, Pôle emploi, CPF et compagnie pour avoir le truc officiel. Ouais. Et donc là, en parallèle, donc tu n'attends pas la formation, tu t'es lancé dans un projet en parallèle, mais bon, dans la même lignée que ton futur métier. Oui, alors c'est un projet perso, puisqu'on a profité avant que je quitte mon entreprise pour investir dans un petit appart à retaper dans l'ancien, donc il y a tout à refaire du coup là je suis les travaux avec une entreprise et j'ai une grosse partie que je vais faire moi-même aussi. Donc là, cette semaine, mon entreprise a fini sa partie, donc c'est moi qui dois intervenir. Donc je retrousse mes manches et je sors les ponceuses, les pinceaux, les rouleaux, etc. Et je m'y mets. Donc j'en profite pour faire les photos de avant, de pendant les travaux, l'avancée du changement, toutes les planches d'ambiance que je veux faire à la fin. Et j'en profite pour mettre tout ça sur Instagram pour commencer à faire comme dans la future vraie vie, quoi. Tu me donneras ton compte Instagram, comme ça je le partagerai sur le blog pourquoipasmoi.co. Ok, ça marche. Donc là, du coup, t'es en train de. J'imagine, mais en même temps, tu vas nous dire. À terme, quand tu auras des clients, est-ce que tu as l'intention justement de prendre tes pinceaux ou de faire appel qu'à des professionnels? Ah non, là, je le fais parce que c'est pour nous et parce que financièrement, on ne pouvait pas tout faire, mais non. Après, moi, je ferai plus. Je ferai pas pour. Après, si c'est pour des amis et qu'il faut les aider à poser un papier peint, oui, je peux le faire. Mais le décorateur ou l'architecte d'intérieur ne met pas la main à la pâte dans les travaux. Il sous-traite tout, en fait. En fait, je te pose la question parce que, en effet, tu vois, moi, mon père est architecte d'intérieur. J'ai une copine qui a fait aussi une reconversion en tant qu'architecte d'intérieur. Enfin, je connais quand même pas mal de monde dans cet univers-là. Et à côté de ça, je connais une personne qui est à Marseille, qui a aussi changé de vie et elle, c'est de la décoration d'extérieur. Donc, en gros, elle aménage des terrasses. Donc, elle fait vraiment, à Marseille, il y a moyen de faire vraiment… de potentiel qu'à Dunkerque. Voilà, c'est ça. Et elle, en fait, elle met la main à la pâte. Donc, elle fait, par exemple, tu vois, tu veux poser un store, évidemment que c'est quelqu'un qui elle fait appel à un prestat. Mais par contre, tu vois, typiquement, tu veux faire une jardinière. La jardinière, potentiellement, elle va la designer, elle va la dessiner et elle va également la réaliser avec son copain et te la vendre en fait comme un truc qu'elle aurait pu acheter. Ouais, c'est les do it yourself là, les fameux trucs super tendance sur les réseaux sociaux. C'est une nana qui personne. Mais ça, je trouve que c'est différent de bricoler à la place de quelqu'un d'autre chez les gens. Parce qu'il y a plein d'architectes d'intérieur ou de décorateurs qui sont pas du tout bricoleurs en fait. Carrément. Moi, je suis quand même bricoleuse. Alors c'est mon père qui m'a tout appris et bon après. Faut se lancer au bout d'un moment, tu sais pas le faire, tant pis, tu regardes, on t'explique, quelqu'un qui l'a déjà fait t'explique, tu regardes un peu des vidéos sur internet et puis tu regardes des tutos, j'ai vu un tuto et puis tu t'y mets et puis faut se lancer quoi. Alors faut tenter pour soi, comme ça si c'est raté, c'est pas grave, s'il n'a pas fait pour quelqu'un d'autre, mais pour l'instant tout ce que j'ai entrepris en bricolant moi-même, ça va, c'est pas trop mal, mais non, le but c'est vraiment de sous-traiter. Après, j'exclus pas de dessiner un meuble sur mesure un jour pour quelqu'un si on me demande et si je suis inspirée pour le faire. Oui, ça, je pense que ça peut être une évolution aussi normale. Ouais. Et comment ces enfants, ils appréhendent la chose? Parce que du coup, tes enfants, ils ont 7 et 10 ans. Donc, ils sont complètement en âge de comprendre que maman est en train de changer de métier. Et comment ils vivent ça?
Alors, le plus petit, ça lui passe complètement au-dessus. Il me pose pas de questions, il m'en parle pas. Et le plus grand, comme il voit toutes les émissions de déco, Stéphane Plaza et compagnie à la télé, il me dit, ah mais maman, tu vas passer à la télé, ça veut dire que tu vas passer à la télé. Je dis, ben non, pas forcément. C'est pas le but. Enfin, il y a plein de gens qui font ce métier-là, qui passent pas à la télé, qui vivent très bien comme ça. Donc, je fais, non, c'est pas un but en soi. Donc lui, il voit que ce qu'il voit dans les médias, donc il est persuadé que. Il dit oui, mais ça te ferait beaucoup de pub. Alors, elle lui dit bah ça c'est sûr, mais avant d'en arriver là, enfin t'es pas obligé d'en arriver là pour réussir dans ce métier-là. Mais bon, du coup, quand il voit des choses sur les réseaux ou à la télé qui ressemblent à ce que je vais faire, je lui dis bah tu vois, je vais faire ça. Enfin ça lui montre du concret quand même. Mais non, il est content. Alors bon, déjà quand il m'entendait parler de Pôle Emploi, il était quand même inquiet parce qu'il me dit mais maman, t'es au chômage, mais t'as plus d'argent. Alors il était quand même inquiet. Et je lui dis oui, mais c'est provisoire. Puis j'ai pas plus d'argent. J'en ai un peu moins qu'avant, mais voilà, on fait attention. Je fais attention. Et puis c'est pour faire autre chose, pour faire quelque chose qui va me plaire. Et voilà. Donc non, enfin ils le prennent bien. Alors le petit, oui, il le prend très bien parce que lui, je pense qu'il comprend pas trop. Enfin, il en parle pas. Et le grand, oui, il est content. Il le prend bien. Bon. Ça l'a juste inquiété un peu le côté d'entendre Pôle Emploi, quoi. Mais je vais expliquer. Et là, du coup, c'est un appart que vous allez revendre après, que vous allez louer. Qu'est-ce que vous allez en faire on va le louer en meublé. Donc déjà parce que fiscalement, en meublé, c'est plus intéressant et parce que ça me permet de faire un peu de déco, même si c'est pas gros budget, mais ça me permet d'aller jusqu'au bout du truc. Comme je te disais tout à l'heure, on a déplacé un mur, on va mettre une verrière. Mais j'ai envie aussi d'aller jusqu'à le décorer, quoi, jusqu'à choisir les couleurs, papier peint, etc. Cool. Après, là maintenant, tu es en train de changer de vie, donc tu as fait un vrai choix. Qui dit choix dit renoncement. C'est quoi pour toi les tiens aujourd'hui ? J'ai pas l'impression de renoncer à grand chose en fait. J'ai l'impression que c'est peut-être avant que j'ai renoncé à ça. Alors, je vais renoncer forcément peut-être à des plaisirs que je peux me faire financièrement, du shopping ou d'acheter un truc qui me fait plaisir. Ou là maintenant, en ce moment, je vais compter plus mon argent, donc je fais beaucoup plus attention. Mais voilà, j'ai pas fait les soldes d'hiver. Bon, après on a été confinés, donc l'avantage c'est que pendant le confinement, on fait des économies. Ça va juste être plus restrictif financièrement pendant une période où il faudra faire plus attention. Mais on va quand même essayer de partir en vacances avec les enfants pour pas que eux ils voient une différence en fait. Mais j'ai plus l'impression d'avoir peut-être renoncé à me faire plaisir et à faire ce que je voulais avant de prendre cette décision-là. Qu'est-ce que tu penses que la petite Émilie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ? Je pense qu'elle serait bien surprise de voir la décision que j'ai pu prendre là cette année. Enfin, ça date de même pas 6 mois à peu près. Hein. Je pense qu'elle aurait jamais cru que je pourrais prendre cette décision-là un jour, parce que c'était toujours la procrastination. Je le ferai plus tard, un jour peut-être, voilà. Mais je pense qu'elle serait assez fière. De voir la grande Émilie avoir pris cette décision-là. Et à partir de quand, du coup, tu vas pouvoir gérer des projets, enfin, tu vas vouloir gérer des projets, monter ton entreprise ? A priori, si je démarre fin août, je vais sortir en mars 2021 de l'école. Et là, dans la foulée, je vais créer mon entreprise et pouvoir démarrer. Hein. Alors, démarrer en parallèle, ça va être compliqué parce que la formation, elle est hyper intensive. C'est tous les jours de la semaine et il y a du travail le soir, un peu le week-end pour se mettre d'aplomb sur tout ce qu'on a fait dans la semaine. Donc, je pense que j'aurai pas le temps de faire des projets en parallèle. Donc, je préfère faire des choses bien. Donc, je pense que ce sera vers mars 2021. Ouais. D'accord. Cool. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer et comment tu l'as gérée ?
Ça doit être cette décision en fait de passer le cap, de prendre cette décision-là. Alors comment je l'ai gérée, je sais pas trop. En parlant en fait à des gens de confiance et qui sont proches, d'un cercle le plus restreint qui sont mon mari et mes parents. Et une fois que j'avais mûri le sujet avec eux, j'ai commencé à en parler à des gens de façon un petit peu plus large, donc mes amis proches. Et petit à petit, j'ai commencé à en parler. À chaque fois que j'avais la validation, j'allais sur un cercle un peu plus éloigné. Et finalement, c'est le fait de partager cette volonté-là, cette envie-là avec les gens. Et je voyais que tout le monde me confortait dans mon choix et qui trouvait que ça faisait sens par rapport à qui j'étais, à qui je suis. Ça me confortait dans ma décision, dans mon choix. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui ? Ça va être un peu redondant, mais d'être arrivée à prendre cette décision-là et à me dire je suis partie comme ça et je renoncerai pas. Je vais aller au bout du truc et faut que j'y arrive quoi. Donc je vais aller au bout de cette décision. Je l'ai prise et je reviendrai pas en arrière. Sauf si vraiment ça marche pas du tout et qu'il va falloir manger, mais payer les factures. Mais je me dis il y a pas de raison. Donc il y a pas de raison que ça marche pas. Pourquoi j'y arriverai pas ? C'est clair. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner, qu'on ne t'a pas donné, que tu aimerais donner du coup aux personnes qui t'écoutent ? Je sais pas. De peut-être plus prendre le temps de prendre du recul et de se poser des questions sur soi-même, parce qu'on a tout le temps la tête dans le guidon en fait quand on bosse, surtout dans les grosses villes ou en région parisienne, ça défile, le temps défile à une super vitesse et donc d'essayer de prendre du temps pour soi, pour juste ne rien faire et se poser des questions sur savoir si on est bien, si on est à notre place, si on se sent bien, est-ce qu'il nous manque quelque chose ou pas. Et je sais pas si j'aurais pris cette décision-là plus tôt ou pas. J'ai pas de regrets parce que je pense que à partir du moment où on prend la décision et qu'on est sûr et qu'on change pas d'avis, c'est que c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Et peut-être que si j'avais pris la décision plus tôt, j'aurais plus de doutes. Et qu'est-ce qui fera, selon toi, que tu as réussi ? Tout simplement en première étape, ce sera d'avoir des premiers clients qui sont satisfaits et qui parlent de moi, parce que c'est un métier qui marche beaucoup au bouche à oreille, à la recommandation. Et bien sûr, de pouvoir vivre de quelque chose qui me passionne et et de pas avoir l'impression de travailler quand je bosse en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que tous mes plans se goupillent bien, que j'ai plus de Covid qui viennent m'enquiquiner et perturber mon timing et que je puisse aller au bout de ma formation, lancer mon entreprise et puis démarrer en 2021 sur les chapeaux de roue. Super, merci beaucoup Émilie. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi ? Bon, je pense que je vais pas être très originale parce que évidemment, merci à mon mari qui me soutient et qui croit en moi et qui est à 100% pour que je fasse ce projet de vie-là et qui accepte que je change de vie et que je baisse un petit peu en revenus et que on part dans une incertitude pendant peut-être 2-3 ans avant de pouvoir revenir sur des rails. Et bien sûr aussi à mes parents puisque ils m'ont aussi encouragé à ça et c'est eux aussi qui m'ont donné le goût de tout ce qui est fait maison, créatif, du bricolage, de se dire si tu l'as pas ou si tu peux pas l'acheter, fais-le quoi, fais-le toi-même, fabrique-le. Top. Merci beaucoup, Émilie. Et donc, Merci, du coup, Charlotte. à très vite pour avoir la suite de tes aventures. Ok, ça marche. Merci. Merci. J'espère que ce premier rendez-vous vous aura plu.
C'est amusant car en informant Émilie de la date de publication de son épisode, elle m'a annoncé qu'elle venait tout juste de recevoir la validation de son inscription dans l'école. Elle commencera donc fin août, je m'en réjouis pour elle. Si vous avez des questions pour Émilie, envoyez-les-moi sur charlotte@pourquoipasmoi.co ou depuis le site pourquoipasmoi.co. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.